futur dans une logique d'évolution technologique sans cesse évoluante. Pour débattre de cette thématique, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné par, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, M. Tan Sri Syed, président de l'Alliance panasiatique. Par M. Alexei Bondarenko, UNCFACT, je vois que vous approchez déjà, donc c'est bien, vous avez appris la leçon. Si vous applaudissements, mesdames et messieurs. Et l'incontournable Isidore Biya, deuxième président de la ACE et CEO du GUS Cameroun. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur Nagarjon Perry, expert international, même procédé, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et l'incontournable Youssef Ahouzi, directeur général de Portnet SA Maroc. Si Youssef, je crois que vous êtes interpellé sur scène. J'invite M. David Garama, Contrade Kenya, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je crois qu'il n'est pas encore parmi nous. Et je clôt par l'invitation de Mme Lelima Pamoulapati de Crimson Logic, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Écoutez, sans trop tarder, je donne la parole à M. Tan Sri Syed, président de l'Alliance panasiatique, pour une présentation. À vous la parole, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Un grand bonsoir à vous tous. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir donné cette opportunité. Aujourd'hui, pendant 10 minutes à peu près, je vais partager l'expérience malaisienne sur le guichet unique malaisien. Je vous dis ce que nous faisons au sein de nos entreprises. Alors, nous avons la facilitation du commerce, le groupe de consulting, nous avons une division telco, une division énergie et aussi un département de développement technologique au sein du groupe. Voici notre présence aujourd'hui dans le monde. On est en Malaisie, nous avons notre bureau au Royaume-Uni également. J'aimerais parler de la facilitation du commerce. Je crois que l'importance de la facilitation du commerce, telle que soulevée ce matin, d'abord, c'est l'élément clé parce que cela assure une efficacité meilleure du commerce international et ça aide le pays à se développer économiquement et à varier son économie. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique un développement de l'infrastructure, une réforme dans les lois de facilitation du commerce et des processus et procédures de chaque pays. Ça implique aussi l'implication de plusieurs parties prenantes afin de créer un environnement qui soutient la communauté du business. Puis, en termes de mesures à entreprendre pour cet effet, c'est qu'il faut assurer un engagement au sein des entités et des agences au sein du département des douanes et gérer les risques et aussi d'avoir un portail, un guichet unique d'information uniformisé. Donc, puisque nous voyons ici à Marrakech, la technologie, on le sait tous, joue un rôle très important dans le commerce. Alors en Malaisie, on est parti dans un grand périple pour nous développer à partir de 90 jusqu'à aujourd'hui. Différents pays ont eu différents
phase de transformation et d'évolution. Et c'est ce que nous avons pu entreprendre, si vous pouvez le voir sur l'écran. On est passé d'amélioration de nos solutions et aujourd'hui on est arrivé à l'étape où on a pu connecter notre guichet unique avec plusieurs pays qui ont un commerce partagé avec l'Indonésie. Voici ce que nous connectons. Les points sur le côté gauche représentent les business, les entreprises, alors que les points à droite sont les entités gouvernementales liées. C'est comme ça que nous connectons tout le monde en travers le guichet unique. Et nous sommes aussi présents sur la communauté asiatique et son cadre. Cela est toujours mesuré à travers nos réalisations. Et nous opérons pratiquement 365 jours par an avec 0 perte d'opération. Cela vous donne un aperçu sur certaines des solutions offertes en Malaisie. Je suis sûr qu'il y a un noyau similaire dans ce guichet unique comme les autres pays. Ça envoie des manifestes, déclarations de douane, les autorisations, les certificats d'origine. Et c'est important aujourd'hui pour la Malaisie de savoir que nous avons plus de 40 000 membres et plus de 100 millions de transactions annuellement qui passent à travers notre système. Nous avons une autre unité au sein du groupe qui assure un service B2B avec des connexions commerciales au sein et à l'extérieur de la Malaisie. Vous voyez beaucoup de solutions que nous offrons. Ceci est fait sur une plateforme placée sur cloud qui a été déployée chez nous l'année dernière. Ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est l'impact de la numérisation du commerce sur nos communautés. Si vous regardez les statistiques, vous verrez les améliorations que cela a apporté. Il y a beaucoup d'efficacité qui a été créée en termes de transactions, de mouvements. Avant, c'était 90 jours, maintenant, c'est de 30 minutes, de 18 jours à 30 minutes. Et pour le coût, il est passé de 370 unités de monnaie locale vers 17. Et là, on a identifié tous les goulots d'étranglement du business. Alors, quant à notre contribution en numérisation, d'abord, on a pu assurer une standardisation et une transparence dans notre promotion du business. Deuxièmement, on a émancipé le business et on l'a déployé pour qu'il puisse gérer les risques. Troisièmement, il s'agit d'intégration institutionnelle, puisque nous avons permis aux agences intergouvernementales de s'intégrer l'une dans l'autre, ce qui peut être de temps en temps très difficile dans les différents pays. Nous avons, au final, eh bien, ceci est clair, c'est que nous avons pu assurer un environnement de business sans papier, surtout pendant la crise Covid où les gens sont restés chez eux. Puis après les échanges transfrontaliers, c'est là nous avions parlé ce matin de l'expérience de ce guichet unique et la connexion entre les différents points au niveau national et international. L'autre élément, c'est la facilité de transit entre les cargos, les ports et le fret dans les aéroports, ce qui a donné plus de visibilité au business pour la gestion des cargos et des fret. Et finalement, nous avons pu éliminer ce souci dans la communauté, celui de la fraude documentaire en cryptant plusieurs de nos documents afin de s'assurer de minimiser les cas de fraude ou de falsification. Au final, nous avons pu améliorer la précision des données parce que les analyses de données à l'avenir vont être d'autant plus importantes et plus nous renforçons le business, plus nous allons arriver à obtenir des données plus précises et mieux ça serait pour gérer le business. Maintenant, en tant qu'industrie, nous croyons, selon l'expérience malaisienne, c'est que nous aidons beaucoup le pays à améliorer la collecte de données de façon plus efficace. Enfin, en offrant un aperçu sur les données au service de douane, aujourd'hui, nous avons renforcé avec un tableau de bord, avec analyse de données et les services deviennent facilités. Et puis après, nous avons une gestion plus forte des ressources avec un système de backup
pour soutenir les business. Nous apportons une meilleure expérience client, c'est ce que nous recherchons, en offrant au business les services qu'on souhaite offrir. Et nous encourageons la culture numérique dans l'économie, dans le gouvernement et dans les business. Et d'autre part, au final, ce que vous souhaitez faire, c'est améliorer la productivité et avec une meilleure marge de bénéfice pour vos business et votre commerce. C'est ce que donc nous faisons en Malaisie. Quant à la gestion du guichet unique pendant les 20 dernières années, alors je vous parle un peu de l'Alliance, la Pan-Asian E-Commerce Alliance, dont je suis le président aujourd'hui. Alors c'est la première alliance e-commerce en Asie. Notre objectif est de promouvoir et d'offrir des services de valeur et fiables avec une bonne logistique attachée. Nous avons des membres en Asie et nous avons des membres permanents et des membres associés de France, de Suède, d'Arabie Saoudite, du Japon, de Nouvelle-Zélande et nous continuons à nous étendre et ouvrons de nouvelles opportunités à d'autres pays en dehors de l'Asie pour faire partie de cette alliance. Voici notre organigramme aujourd'hui. Nous avons un comité de pilotage avec plusieurs groupes et comités qui y sont rattachés avec un mandat de présidence de 2 années. L'un des projets dont nous sommes très heureux, c'est celui de l'encouragement des projets à travers nos membres. Nous avons des projets de blockchain à travers transfrontaliers et sans papier entre le Singapour, le Taïwan et la Corée. Et nous avons aussi les projets d'échange de certificats d'origine électronique à travers nos projets. Nous avons également des services que nous offrons à nos membres. Aujourd'hui, nous sommes très activement engagés avec le gouvernement au sein de la communauté asiatique et aujourd'hui nous faisons partie du groupe de travail de transformation numérique ASEAN qui conseille le gouvernement sur les différentes politiques et les cadres et les infrastructures juridiques, etc. Et ceci est un élément extrêmement important puisque nous améliorons notre collaboration avec le business et le gouvernement. Maintenant, pour aller de l'avant, à l'avenir, le guichet unique va continuer à progresser, bien évidemment. Donc, nous parlions ce matin, les consommateurs et les clients demandent de plus en plus de ces opérateurs de guichet unique. Donc, du B2J au B2B. Maintenant, on essaie d'aller au-delà de ASEAN pour améliorer notre pôle par rapport au B2B. Nous souhaitons collaborer avec l'Alliance au sein du cadre de travail ASEAN et nous sommes aussi heureux d'avoir signé le mémorandum d'entente aujourd'hui avec le AACE pour étendre la collaboration à travers la communauté asienne et la nation africaine. Alors à l'avenir, nous n'allons pas nous en arrêter là, bien sûr. Nous pensons qu'au final, lorsque nous regardons le guichet unique national, nous pensons que nous devons aujourd'hui connecter les points entre l'aéroport, le port et la communauté maritime afin qu'au final, on puisse être capable d'avoir un service multimodèle avec une visibilité des cargos lorsqu'ils transitent de ports de transbordement et vers les autres ports secs et autres. Aujourd'hui, nous n'avons pas la connectivité requise en Malaisie et c'est ce que nous avons entamé avec le gouvernement, avec la communauté et avec les autorités. Au final, bon, comme on l'a si bien dit ce matin, l'une des tendances qu'on va devoir reconnaître à l'avenir, c'est celle des analyses de données. Je crois sincèrement que, à moins que l'on renforce le business pour qu'ils puissent mieux comprendre les données autour du business, plus ils seraient avares pour obtenir plus de solutions. Puis, il y a l'intelligence artificielle, la façon dans laquelle l'intelligence artificielle s'est améliorée ces dernières années. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. La question aujourd'hui reste comment intégrer l'intelligence artificielle dans les plateformes de guichet unique et nos services. Finalement, nous en avons parlé ce matin, nous avons parlé de l'intervention des blockchains pour avoir
pour adopter plus de technologies cryptées pour minimiser les fraudes et pour améliorer la confiance au sein de la communauté. C'est tout pour ma part, mesdames et messieurs, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Comme vous le savez, il n'y a pas de sur-mesure. Chaque pays a un périple différent pour arriver à réaliser leur guichet unique. J'étais là pour partager l'expérience malaisienne et pour vous offrir une plateforme qui vous permettrait de vous connecter à la communauté asienne à travers l'association et le cadre pan-asien électronique. Vous ne devez pas être en Asie pour faire partie de la communauté. Vous pouvez nous écrire et cela va nous permettre vraiment de partager nos expériences dans un monde aussi avec autant de défis. On sort de cette pandémie et les défis deviennent de plus en plus mondiaux. Merci pour l'opportunité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez fait une expérience fabuleuse, celle de votre pays, de la Malaisie, et vous avez dit quelque chose de sincère et de concret, pragmatique, c'est-à-dire la capacité pour chaque pays d'avoir son propre itinéraire et d'avoir ce qu'on appelle un portail, selon bien entendu ses spécificités, parce qu'on ne peut pas avoir un portail qui soit réplicable pour l'ensemble des destinations et des pays. Vous avez parlé des implications nombreuses sur les aspects juridiques. Vous avez parlé des engagements une fois qu'on a créé ce qu'on appelle un portail, et les impacts économiques. Vous avez parlé des gains en temps, vous avez parlé de la standardisation, de la transparence, de la donnée, qui devient quelque chose de fondamental dans la prise de décision et de l'intelligence informationnelle et surtout de cette expérience client, parce qu'il ne faut pas que le portail soit juste un plaisir pour les techniciens ou le côté technique, mais qu'il parte du principe de ce qu'on appelle l'expérience de ce qu'on appelle le client, l'expérience client, comme vous l'avez dit. Je voudrais juste vous poser une question à chaud. Vous avez parlé de tant de modifications qui s'opèrent. Qu'en est-il de la conduite de changement? Après, donc, on passera au second intervenant. Je crois que j'ai posé une question sur la partie conduite de changement, si vous voulez répondre, Monsieur le Président. Exactement, c'est une question pour vous. C'est-à-dire tous ces changements, est-ce qu'ils ne génèrent pas une nécessité de conduite de changement? Je crois qu'il y a un délai. Sorry, quite here. Okay, you can try. What was the question? La question, c'est les conduites de changement qui s'imposent vis-à-vis de toutes ces modifications que vous opérez. Yeah, I think very. Très bonne question, merci infiniment. Bien sûr, en développant la technologie, il y a toujours la barrière de changement qui devient omniprésente pour chaque projet nous menons. Nous avons toujours le défi d'assurer une formation aux consommateurs et au business. Donc, cette culture devient très importante. Donc, la façon traditionnelle du commerce et passer à la numérisation, c'est pas un processus facile pour beaucoup de personnes. Du coup, nous assurons une formation avec une ligne d'aide de 24 heures sur 24 où les gens nous appellent pour poser des questions et pour obtenir des solutions aux problèmes auxquels ils font face. Parce que notre rôle est de faciliter l'échange de savoir entre les business traditionnels et le business numérique. Donc, beaucoup d'efforts ont été déployés par la boîte pour changer les mentalités et la meilleure façon de procéder, c'est d'éduquer les gens au fur et à mesure pour être plus efficace. Et de cet éclairage complémentaire, comme on vient de m'informer, comme David Ngarama ne sera pas avec nous, donc c'est Mounir Soussi de Huawei Technologies qui nous rejoint. Merci de l'applaudir. Mesdames et messieurs, merci à Mounir de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes vice-président Cloud et Intelligence Artificielle. Merci de nous rejoindre et d'être avec nous. Le temps que vous installez, donc je vais inviter le second intervenant qui n'est autre que, soyez le bienvenu avec nous, Alexei Bondareko, UNCFACT. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Good afternoon. Bonjour, rebonjour, experts distingués. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je voulais vous remercier, vous féliciter toute l'équipe des organisateurs. Je ne sais pas
Tout ceci est très intéressant par rapport au guichet unique. En tant que responsable au sein de l'Organisation des Nations Unies, UNCEFACT, je trouve tout ceci très intriguant et j'apprécie le fait qu'on a déjà commencé à parler des guichets uniques il y a 20 ans déjà, et on a parlé de collaboration et de l'optimisation des business et des affaires et de l'échange. Et maintenant, ces sujets sont très très importants par rapport à l'économie digitale. C'est pour ça que je pense que les guichets uniques sont un prédécesseur de la transformation digitale et du commerce international et extérieur. Donc c'est durable, à chaque conférence je vois que ça change, que la perspective change, mais que le sujet est le même. Cette fenêtre elle est très belle à l'écran. Je souhaite que toutes les personnes ici, l'audience et les participants vont bénéficier de cet échange constructif. Vous savez déjà, vous avez des informations par rapport à l'UNCEFACT. Vous pouvez trouver nos recommandations sur l'écran. C'est pour la standardisation, c'est pour donner des recommandations, et vous savez déjà que il y a beaucoup de recommandations très marquantes. Récemment, on les a mises à jour et nous avons publié 2 autres recommandations dans les années récentes par rapport au portail et les submissions. Et maintenant, je voudrais remercier les experts encore une fois qui ont travaillé et œuvré sur l'élaboration et la clarification des différences entre les marchés et comment ils peuvent être reliés. Donc, si vous n'avez pas lu cette recommandation avant, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez regarder l'écran. Ça a clarifié la définition des guichets uniques. C'est presque totalement électronique maintenant, totalement digitalisé. Et nous parlons maintenant du futur, des guichets uniques du futur. Donc, je pense que si vous voulez parler du futur, vous devez connaître le passé et comprendre le passé pour comprendre le futur. Donc, les guichets uniques maintenant et ces projets-là sont reliés à la valorisation des guichets uniques à travers un algorithme pour tout pays qui voudrait comprendre et se situer par rapport aux meilleures pratiques et aux recommandations de notre entité. Nous avons plusieurs indicateurs qui indiquent les statuts différents et les niveaux de maturité divers, et nous essayons de rassembler tous ces indicateurs-là pour à travers une méthodologie spécifique pour comprendre les niveaux actuels et pour préparer les générations futures des guichets uniques. Je pense aussi que c'est un problème assez important pour nos partenaires et pour avoir encore plus de partenaires. Les guichets uniques et leur implémentation et leur processus d'implémentation peuvent être élaboré en étudiant les niveaux actuels et puis en étudiant les niveaux qui viennent après. Maintenant, quand on va finaliser ces recommandations, celles de cette année, vous allez trouver des recommandations faites par le Centre des Nations Unies. Et nous voulons aussi fournir une méthodologie claire et nette par rapport à ces opérations. Le prochain message est pour la relation entre les guichets uniques et l'économie digitale. Je pense que les parties prenantes ne peuvent pas juste partir à un seul
peuvent juste partir à un seul endroit pour faire les procédures nécessaires. Ces fenêtres-là sont souvent fermées et ils n'y ont tout simplement pas accès. Donc, comment est-ce que l'on pourrait assurer ces interactions-là et ces services-là et garantir cette interconnectivité qui est très importante dans la réalisation de ces procédures à travers les plateformes digitales. Ils pourraient être des systèmes de communauté ou autres. Dans le futur proche, nous devons aussi penser au nouveau concept des guichets uniques. Pourquoi on en a tant besoin et est-ce qu'on a besoin de plusieurs guichets uniques qui sont connectés entre eux? C'est juste, il faut méditer là-dessus. J'ai vu aussi dans plusieurs régions autour du monde que la création des guichets uniques régionaux et l'interopérabilité de ces guichets en question. Par exemple, à Singapour, ils ont signé un accord par rapport à l'économie digitale entre l'Australie et le Royaume-Uni et ils veulent échanger des informations et ils ont établi des guichets uniques au sein de ces accords-là, ce qui est très intéressant. J'ai aussi vu que excusez-moi. Au futur, il y a une autre tendance, c'est la création des guichets uniques et des plateformes digitales qui est plus ou moins focalisée et fournie par les banques et les institutions financières. Je crois fermement que les institutions et les banques ont déjà beaucoup d'informations sur leurs clients. Ils essaient d'adapter leurs services à ces clients, bien sûr en collaboration étroite avec les institutions gouvernementales. Maintenant, ces institutions-là sont engagées à la réalisation de des principes de cet agenda. Et je les invite à nous expliquer pourquoi c'est important pour eux de participer. C'est leur travail de fournir des services additionnels à leurs clients et de contribuer à la facilitation de ces processus. L'autre tendance, c'est que dans l'économie digitale, il n'y a pas de limite. Les pays développent ces guichets uniques et attirent des utilisateurs de partout dans le monde. Et c'est pour ceci que l'on n'a pas besoin c'est pour cela qu'il faut saisir l'opportunité de ces plateformes digitales qui proviennent des autres pays. C'est pour cette interconnectivité et c'est ce qu'il y a de meilleur à propos de ça pour nos communautés. Notre but ultime est de s'assurer que cette interopérabilité soit réalisable à travers un guichet unique pour justement la facilitation du commerce et de l'échange. Et concernant l'économie digitale, je pense que le 6e panel sera focalisé sur ce point-là. En parlant de tendances, elles ont tous en commun l'interopérabilité. C'est la recommandation principale de l'Organisation des Nations Unies. And try to find out how to realize it in practice, this recommendation. And the last topic which I would like to mention is semantic aspects. As UNCFACT providing the standards of information exchange, we are witnessing that business side and public side, they're speaking in different languages, or at least a different dialects, and that's why we have to think about converters of data and data harmonization, and we have two big areas like WCO data model and UNCFACT data model. Now we are sitting together with WCO
partners and try to achieve this kind of mapping between two data entre les modèles donnés afin de garantir ce type de traduction d'un langage utilisé par nos clients et le langage utilisé par le gouvernement aujourd'hui. On travaille on travaille sur le management transfrontalier et leurs données, ce qui permettrait aux communautés business de créer leurs propres échanges d'informations avec les agences gouvernementales, un échange qui serait reconnu avec des normes reconnues. Le dernier point que j'aimerais soulever, c'est l'idée du guichet unique qui est en train de changer à travers le monde. Et le concept de gazoduc de données devient de plus en plus réel pour l'économie numérique. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de guichets uniques qui sont interconnectés et des guichets, et nous devons être le plus proche possible de la source d'information. C'est pour cela que nous devons, et vous en avez parlé, vous avez parlé de la précision des données, n'est-ce pas? Mais la précision des données ne peut être réalisée que lorsque vous obtenez les données de la bonne source, de l'origine. C'est pour cela que ce pipeline, ce concept de gazoduc de données est une nouvelle ère de guichet unique. C'est un aspect assez important. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur ce document blanc déjà publié par une CFAX sur notre site web sur le concept de pipeline de données. Nous avons plus de 1000 experts qui collaborent avec nous de par le monde et je vous invite tous à participer dans le domaine guichet unique et autres domaines de UNCFACT. Vous pouvez trouver des liens utiles ici et vous pourrez aussi me contacter si vous souhaitez devenir membre et expert de UNCFACT. Merci infiniment. Et à la fin de cette présentation, j'aimerais nous souhaiter à tous de la paix et de la prospérité. Merci infiniment. Merci beaucoup, Axel. Vous avez versé d'autres éléments très intéressants donc à ce débat, à ces échanges qui sont très pertinents, et vous avez parlé des évolutions et des perspectives dans un monde qui ne cesse de changer, avec une complication technologique, avec des exigences qui sont très fortes, et vous avez parlé des recommandations. J'ai retenu la notion d'interopérabilité qui devient fondamentale, parce qu'on crée des points ou des guichets uniques. Vous avez parlé aussi d'une donnée qui est très importante, à savoir la problématique de la sémantique, parce que nous n'avons pas forcément le même langage et les mêmes compréhensions, et aussi les mêmes attentes par rapport à ces guichets uniques. Et la donnée, c'est encore un sujet qui revient et qui est fondamental. La donnée, la source de la donnée et la façon de traiter la donnée. Je voudrais juste vous poser une question, c'est une habitude. Votre réaction par rapport à cette problématique de sémantique, comment peut-on la régler à l'avance, préalablement, donc avant de s'engager dans des processus qui sont complexes. Merci Axel de ce rajout d'informations. Thank you very much for this question. Merci infiniment pour cette question. Vous savez, à UNCFACT, on fait beaucoup de travail sur ces aspects. Nous avons même développé les standards d'échange de données numériques depuis plusieurs années, mais en réalité, ce n'est pas utilisé par tout le monde. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est qu'on doit assurer une sorte de plateforme qui va attirer beaucoup d'utilisateurs. Et les utilisateurs finaux n'ont plus à penser à la sémantique. Ça devrait se faire par le fournisseur de services à l'origine, et le gouvernement jouerait un rôle extrêmement important dans ce sens. Jouer un rôle important pour les plateformes numériques qui vous intéressent et vous les expliquer et les mettre au même diapason que le marché et assurer une opportunité aux fournisseurs de services afin de lancer de nouveaux services avec la valeur ajoutée sur des plateformes numériques, et ça ne serait plus un problème de l'utilisateur final, mais plutôt ça doit être un problème au niveau de l'opérateur de la plateforme. Et c'est pour ça, et cela fait partie de nos normes internationales que nous avons élaborées. La question de sémantique, parce qu'elle est fondamentale dans le sens où elle implique plusieurs acteurs. Maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais écouter une autre sensibilité, un autre intervenant, à savoir M. Youssef Fahouzi, directeur général de Portet Tessa Maroc, sous vos applaudissements. Mettez-vous à l'aise, cher ami. Merci beaucoup, cher Mounir, pour cette opportunité de
parler en fait de ce sujet vraiment très important pour l'ensemble des participants et l'ensemble des experts et participants à cet événement. Au niveau marocain, en fait, avec le guichet unique national Portnet, nous sommes arrivés à une maturité en fait par rapport à plusieurs sujets, notamment en fait l'échange d'informations, l'échange de données entre administrations, entre également en fait entreprises ou on va dire partenaires en fait privés et publics pour la réalisation de formalités, que ce soit l'import à l'export, transbordement, transit et autres. Donc après après avoir arrivé à ce niveau de maturité, il y a plusieurs sujets qui sont à la table, notamment en fait tout ce qui est interopérabilité, tout ce qui est l'utilisation de la donnée pour donner plus de valeur ajoutée à l'ensemble des parties prenantes en fait dans le guichet unique national du commerce extérieur. Donc nous avons commencé à travailler avec plusieurs parties prenantes, donc, notamment l'administration, pour en faire bénéficier en fait cette administration de tous les insights ou les analytics que nous pouvons récupérer de ce guichet unique et qui permet en fait d'améliorer encore plus les processus et de permettre en fait à ces administrations de repenser les process, revoir la manière avec laquelle les procédures sont faites pour que ce soit le plus efficient, le plus efficace pour l'ensemble des parties prenantes. Avec également cette data analytics, on va dire tout ce qui est indicateur de performance. Donc nous avons mis en place toute une plateforme en fait Portnet KPIs qui permet à ces administrations d'interroger en fait le système par rapport à un ensemble d'indicateurs leur permettant en fait d'avancer et d'améliorer les process. Il y a également la question d'interopérabilité, c'est une question plus délicate puisqu'il faudrait également travailler à l'international. C'est en fait l'objet d'événements tels que celui-là. À travers l'Alliance africaine du commerce électronique, nous avons travaillé sur toute une plateforme en fait technologique pour l'échange de données commerciaux et d'interopérabilité en fait à l'échelle du continent. C'est une plateforme qui a été développée par l'Alliance, à travers en fait les membres de l'Alliance qui ont participé à la mise en place de cette plateforme à travers des spécifications de développement. Et l'objectif, c'est en fait de pousser vers une interopérabilité entre guichets uniques à l'échelle du continent. Nous travaillons également sur d'autres initiatives internationales, notamment avec le COMSEC, sur des études pour l'interopérabilité entre quelques pays, quelques guichets uniques. Ces études-là permettent en fait de traiter en fait les différents axes, que ce soit réglementaires, procédural, technologique, sur l'aspect de l'interopérabilité. Il y a également la question de l'utilisation en fait des standards. Oui, exactement. La problématique des standards a été posée parce qu'il faut un certain temps harmoniser, ce qui nous amène sur le sujet de la sémantique. Justement, je voulais vous interpeller aussi là-dessus. Qu'en est-il dans vos préoccupations par rapport à cet aspect qui est la sémantique et la notion de la donnée qui devient cruciale aussi? Vous manipulez beaucoup de données. Comment leur donner de la consistance et de la pertinence au bénéfice de vos utilisateurs? Bien sûr, c'est vraiment très important pour nous et pour faciliter également cette question d'interopérabilité, la question en fait d'harmonisation, parce que chaque système d'information a une logique, a une façon de faire. Sans standard, on prendra des années à faire parler ces systèmes-là. Donc les standards sont vraiment importants. Et depuis le démarrage de Portnet, donc un des axes, un des piliers sur lesquels c'est basé, c'est en fait le respect des standards. Donc nous sommes également en fait un des membres actifs de CIFACT. On travaille également en fait le partage d'expérience, mais également en fait quelques recommandations que nous avons en fait proposées par rapport à ces questions, notamment sur la partie interopérabilité, mais également sur la partie, on va dire, pérennité en fait du système d'information, du système d'information d'un guichet unique.
Merci beaucoup de cette précision. Donc, je voudrais interpeller notre sage qui est habitué donc, à ces rencontres, à savoir M. Isidore Bieya. Vous êtes second président de la AACE et CEO du GUS Cameroun. Je voudrais vos éclairages et votre intervention par rapport à ces sujets, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. J'espère que l'équipe de la régie a installé la présentation. C'est pour ça que je vous ai fait attendre un petit peu. Je pense qu'il y a eu un problème de conversion là. C'est bon? On me dit que c'est bon, donc vous pouvez... Ah d'accord, ok, ben, c'est formidable. Vous voyez, la transformation digitale fait ses effets. Bien, merci beaucoup. Alors, j'ai choisi de répondre directement à la question, c'est une question bien entendu qui est posée, à savoir le guichet unique du futur. Alors, c'est un point de vue d'un opérationnel, parce que je pense qu'on a entendu depuis ce matin de très belles interventions, la plupart techniques, mais en tant qu'opérationnel, je pense que nous avons une autre préoccupation, c'est de voir comment effectivement apporter des réponses aux multiples attentes qui se font de plus en plus pressantes d'ailleurs, depuis que le guichet unique a été mis en place. Alors il y a une présentation que j'ai prévue qui va être très courte, qui est en 4-5 points d'introduction, l'état des lieux du guichet unique au Cameroun, les enjeux de la digitalisation. Malheureusement, ce n'est pas la bonne présentation. Parce qu'il y en avait deux, c'est celle qui était prévue ce matin, il y a une autre qui est sur le guichet unique. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je vais essayer... Alors, la régie, je crois que vous allez faire un effort supplémentaire. Je crois qu'il y a deux présentations dans la même clé USB, c'est ça? Isidore, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, on switch vers la deuxième présentation, mais ça ne vous empêche pas de commenter par rapport à la question de l'actualité, par rapport donc au portail du futur. Bien, écoutez, en attendant, si on n'y arrive pas, je vais essayer puisque je l'ai sur mon iPad, d'avancer. Alors, j'étais en train de dire qu'effectivement, c'est le point de vue d'un opérationnel que je vais essayer de vous présenter. Nous avons tous compris les rôles que les guichets uniques sont appelés à jouer dans cet écosystème. Et aujourd'hui, avec la transformation digitale, je crois que c'est un rôle qui est devenu fondamental, qui est devenu très important. Beaucoup d'initiatives ont été engagées, mais nous, pour ce qui nous concerne, c'est vraiment après toutes ces années d'exploitation, parce que le guichet unique du Camerounais aujourd'hui a plus de 20 ans, il est opérationnel depuis plus de 20 ans. C'est après donc toutes ces années que nous avons engagé une réflexion pour nous projeter dans l'avenir. Et ce qui rejoint donc la préoccupation du thème de cette conférence, qu'est-ce que pour nous le guichet unique d'avenir, le guichet unique futur? Alors nous avons procédé bien entendu à un état des lieux du guichet unique au Cameroun pour nous rendre compte que le guichet unique était au cœur d'un processus, c'est-à-dire que le guichet unique interagit avec tous les acteurs du commerce extérieur, que ce soit les administrations techniques, les opérateurs privés, les opérateurs institutionnels. Le guichet unique se retrouve au centre de tout ce monde-là et donc est appelé à interagir avec. Et comme je disais tout à l'heure, les attentes sont devenues très nombreuses. Tous ces intervenants ne sont pas, malheureusement, au même niveau technologique, ce qui suppose pour les techniciens, les ingénieurs informatiques, des gymnastiques pas possibles. Alors, il est donc question, évidemment, dans les recommandations, on va retrouver tout ce qui peut être fait pour que cet écosystème puisse évoluer en même temps, mais également tout ce qui peut être fait au niveau du guichet unique pour permettre effectivement de répondre à toutes ces attentes. Alors, ce qui nous a permis d'avoir ce que nous avons appelé notre vision par rapport au guichet unique du futur. Cette vision tourne autour de 4 axes stratégiques. Le premier axe, c'est la qualité de service. Le deuxième, c'est la capacité d'innovation. Le troisième, c'est la productivité. Et le quatrième, c'est la maîtrise des risques. Je ne veux pas rentrer dans les détails de tous ces risques, mais cela peut se traduire dans les faits, dans la pratique quotidienne,
par l'extension des services pour couvrir l'ensemble de l'écosystème commercial afin de traiter les transactions commerciales à la source et au long de leur cycle de vie pour divers types de modèles. On en a cité quelques-uns ce matin, B2G, G2G, B2B, etc. etc. C'est également assurer la mise en place d'un système décisionnel et de renforcer la dimension data. On a également beaucoup parlé de la data ce matin, et encore tout à l'heure, parce qu'effectivement aujourd'hui les guichets uniques traitent beaucoup de données et ces données ont une importance capitale. Donc leur traitement est également une grosse préoccupation, une préoccupation majeure, parce que cela peut permettre effectivement de jouer quelque part un rôle d'observateur, mais en tout cas de mettre à la disposition de ces intervenants des données qui leur permettent de prendre des décisions importantes dans l'évolution de leurs activités. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien en le disant. Ce guichet unique doit permettre également de développer et d'étendre les produits digitaux et services à valeur ajoutée. Là également, il y a beaucoup de travail à faire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les développements qui concernent les produits, les services à valeur ajoutée apportent énormément de facilitation aux opérateurs. Pour ce qui est le cas du Cameroun, nous avons commencé par l'écosystème qui est le nôtre et on se rend compte aujourd'hui que toutes les administrations nous sollicitent, même en dehors, effectivement, de cet écosystème, parce qu'on s'est rendu compte que tous ces services à valeur ajoutée apportent une plus-value également, si je peux me permettre. Ce guichet unique du futur, pour nous, doit contribuer également au développement des exportations. Là également, c'est une préoccupation, même si le Cameroun n'est pas un grand pays exportateur, mais au moins, il exporte en direction des pays qui, la plupart, ont des systèmes très évolués. On a vu aujourd'hui, par exemple, en Asie. Aujourd'hui, pour exporter en Asie, il faut qu'on puisse être en mesure, effectivement, de pouvoir converser, de pouvoir communiquer. Voilà donc la bonne présentation qui arrive à ce moment. On va essayer de rattraper le niveau où je me trouve. Alors, donc, j'étais au niveau de contribuer au développement des exportations. C'est assurer, effectivement, assurer le suivi du produit tout au long de la chaîne de production, du fournisseur jusqu'au consommateur final. Et cela implique un certain nombre de notions qui sont la traçabilité de la logistique du produit, la traçabilité sur le contenu du produit, etc. Ce sont aujourd'hui des exigences sur le plan international et il faut donc que le guichet unique soit capable d'apporter, de répondre à ces exigences. Alors, le guichet unique du futur pour nous doit être en mesure de disposer de systèmes d'analyse des risques intelligents pour renforcer l'alimentation des systèmes d'analyse du risque des partenaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que les partenaires sont très demandeurs aujourd'hui et on s'est rendu compte que le guichet unique est capable et doit être en mesure d'apporter aux autorités telles que la douane, aux autorités portuaires, etc., suffisamment d'informations pour leur permettre de faire des analyses des risques intelligents. Le guichet unique du futur doit également pouvoir participer activement à la mise en place du guichet unique sous-régional. Nous en avons parlé ce matin, j'en ai parlé ce matin, où les efforts que nous faisons vont dans le sens d'arrimer nos pays frères, que sont le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon. Aujourd'hui, en Afrique centrale, il y a 2 guichets uniques opérationnels, celui du Cameroun et du Congo. Mais pour faire un guichet unique sous-régional, il faudrait que, effectivement, tous les pays puissent y participer. Cela suppose qu'au niveau du Cameroun, nous ayons un guichet unique capable d'assurer une interopérabilité, mais surtout également de mobiliser, de sensibiliser tous ces pays pour que nous puissions, à terme, mettre en place un guichet unique régional. Je rappelle que c'est une forte recommandation de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, parce que l'objectif étant d'apporter un soutien important dans le cadre de la ZLECAf. Le guichet unique du futur doit être en mesure également de promouvoir les échanges transfrontaliers à l'échelle internationale. Ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. D'accompagner les start-up africaines dans la promotion et le développement des solutions innovantes qui donnent de la valeur au guichet unique. Nous avons aujourd'hui décelé vraiment comment dirais-je, des points très importants, des ressources très importantes au niveau des start-up qui font preuve d'une imagination débordante. Aujourd'hui, pensons que les encourager, effectivement, peut être un plus
pour nos guichets uniques, pour leur apporter des solutions toujours plus innovantes que peut-être quelque part pris dans le travail quotidien, les guichets uniques sur lesquels les guichets uniques ne s'attardent pas. Enfin, soutenir l'interopérabilité nationale, régionale et internationale de l'ensemble des flux du commerce international en s'appuyant bien entendu sur des technologies dont on parle de plus en plus, les chaînes de blocs, les blockchains pour parler comme nos amis, afin de rationaliser les flux entre l'ensemble des acteurs, améliorer la sécurité, la rapidité, la transparence et la fiabilité des chaînes d'approvisionnement logistique. Alors, en guise de synthèse, pour nous, le guichet unique du futur, effectivement, se trouve au cœur du défi de la transformation digitale. Réussir son immersion dans la transformation numérique afin de disposer d'outils performants pour assurer une fluidité optimale des échanges passe par l'utilisation de 3 vecteurs, la technologie des blockchains notamment, la business intelligence, l'accélération de la digitalisation des flux documentaires et financiers. Ces outils accélèrent la mise en place d'un guichet unique par une simplification accrue des processus, une grande rapidité dans la réalisation des opérations, à travers le partage accéléré de l'information par l'utilisation des corridors et frontières smart, des exigences renforcées de traçabilité et de sécurité de transaction, des garanties d'authentification d'intégrité, de non-repudiation et de confidentialité, la signature électronique. Voilà, de manière très synthétique, j'allais dire, ce que nous avons tiré de notre expérience depuis que le guichet unique est opérationnel, mais surtout ce qui convient de mettre en place pour pouvoir répondre, pour pouvoir prétendre nous inscrire dans les guichets uniques du futur. En guise de recommandation, l'objectif est bien entendu d'arriver au sans-papier, c'est-à-dire d'arriver à faire des transactions sans papier. Et cela nécessite effectivement beaucoup de choses encore, beaucoup de travail à faire, un cadre réglementaire notamment qui doit être propice pour permettre ces transactions sans papier. Beaucoup de résistance, je pense que c'est ce qui se passe dans tous les pays. On rencontre beaucoup de résistance parce que le cadre réglementaire ne suit pas toujours, et avec toutes ces nouvelles technologies, il faut que le cadre réglementaire puisse effectivement s'adapter également. Alors, si la chaîne de blocs peut contribuer à accélérer la numérisation du commerce et améliorer l'efficacité et la sécurisation des procédures aux frontières, le chemin, comme je disais tout à l'heure, à parcourir reste long pour parvenir véritablement à un commerce sans papier. Et pour cela, nous sommes convaincus, et nous ne sommes pas les seuls, qu'un soutien politique de haut niveau est nécessaire pour mener cette intégration. Ce soutien, je dois le dire, et pour m'en réjouir, au Cameroun, nous bénéficions de ce soutien, mais ce soutien est indispensable parce que nous sommes là dans un domaine quasi régalien, et qui dit régalien dit effectivement un regard politique, quelque part. Donc je pense que c'est une des recommandations fortes qui est qu'il faut que ce soutien politique ne soit pas absent dans cette démarche du guichet unique du futur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Isidore de cette pertinence et de ce partage sur cette expérience. Vous avez parlé du système ouvert qui devient un carrefour d'attente et aussi un carrefour qui exprime des variations et des attentes multiples. Vous avez parlé aussi des problématiques de niveau qu'il faut mettre en cohérence une fois qu'on a parlé de ce système ouvert, et vous avez parlé des priorités sur lesquelles donc il faut se pencher. Vous avez parlé de ce qu'on appelle le sans-papier qui est une urgence, et puis vous avez parlé aussi de ce soutien régalien qui doit être là comme fluidificateur, qui doit agir pour fluidifier. Vous avez parlé aussi de ce contexte qui est très important, à savoir la zone de libre-échange africaine, qui exigera certainement une sémantique cohérente et bien entendu une volonté commune. On reviendra sur ces questions, certainement aussi en interpellant la salle. Je voudrais inviter à mes côtés M. Nagarjon-Péry, expert international, pour son avis sur cette question. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Thank you. Merci. Bonsoir à tous. Good afternoon, everyone.
Bonsoir, j'ai dit. Je sais que les sessions après le déjeuner sont toujours lourdes à digérer. Puis après, tout le monde, surtout lorsque tout le monde parle de couloir numérique, de guichet unique, de développement technologique. Donc on parle tous de la même chose, en fait. Du coup, et puisqu'il y a différents guichets uniques, il y en a des guichets, il y en a qui sont numériques, d'autres régionaux, et d'autres des systèmes communautaires, d'autres des guichets uniques de douane. Alors là, je vais vous parler d'un petit guichet unique, le guichet unique maritime. Nous sommes donc une entreprise qui offre des solutions informatiques pour l'industrie de la logistique et nous offrons des plateformes numériques. Nous avons un siège en Inde, MSK Logistique, notre entreprise. Je vous parle de moi. Je fais pratiquement rien pendant les dernières années à part ça. Je ne fais que ça. Les guichets uniques sera partout. Je suis Nagarjan Perry. Je suis responsable de la vente internationale de General de Kali Systems. Il y a un mandat pour la première génération indiquant qu'au 1er janvier 2024, le guichet unique devrait exister dans tous les ports. J'ai suivi plusieurs intervenants sur le guichet unique et j'ai pensé que je vais me concentrer sur cet aspect. C'est un guichet unique maritime qui devrait être appliqué par tous les ports du monde à partir de 2024. Quels sont les objectifs de IMO? D'abord, c'est de combattre le commerce illégal ou illicite qu'on observe dans tous les ports où les cargos et le staff ont affaire à 23 parties prenantes et doivent se serrer la main, doivent parler pour toutes les procédures. Et ici, on doit faire intervenir la technologie. Et puis après, il faudrait que ce soit tout à fait opérationnel pour les urgences sanitaires surtout, comme le confinement ou autres situations similaires où le commerce continue et tout le monde reste connecté. Nous devons faire face aux mauvaises pratiques, surtout les pratiques ship-shop et la réalisation des données parmi toutes les parties prenantes. Donc, ce sont les objectifs de IMO. Et on aimerait arriver à ces 5 objectifs pour lesquels le guichet unique devient une obligation pour toutes les parties prenantes en 2024. Monsieur du Cameroun nous a parlé de tous ces aspects. Je crois que ça serait la première chose que je vais développer avec lui. Donc, le cadre. C'est un cadre maritime de guichet unique. Comme vous le voyez, sur le côté droit, il y a des parties prenantes du port et des agences réglementaires. Et si vous regardez sur le côté sol, vous avez parties prenantes sol sur le côté maritime avec des lignes de transport et de transportement et le guichet unique qui se connecte à toutes ces parties prenantes de l'autre côté et peut être opéré par les autorités maritimes. Quelques points opérationnels pour savoir comment est-ce que tout le monde peut être connecté. Si vous regardez en haut, vous voyez les parties prenantes qui auraient leur propre nom d'utilisateur et code d'accès pour s'échanger des informations. Au milieu, vous trouvez les modules et les fonctionnalités qui peuvent être utilisées par toutes ces parties prenantes. Et sur cette base, ils peuvent échanger des informations entre eux, avec des notices d'arrivée, des déclarations de vaisseau jusqu'aux déclarations de traçabilité et de transport de l'eau pour l'embarquement et le débarquement. Le système est capable aussi de s'intégrer avec d'anciens systèmes et les opérateurs, les systèmes d'opération anciens, ainsi que les systèmes communautaires. Donc ça peut être un remplacement de ces systèmes communautaires. Comment est-ce que le système fait face aux défis des 5 objectifs que IMO souhaite résoudre? D'abord, la sécurité des équipages et des bâtiments pour prévenir les accidents, assurer une chaîne d'approvisionnement mondiale pour répondre aux urgences
l'harmonisation des données vont nous permettre un meilleur partage des données à travers tous les systèmes gouvernementaux, combattre le commerce illicite avec le trafic de drogue et trafic d'autres marchandises auxquelles on pourrait mettre un terme, et les mauvaises pratiques associées aux interfaces entre les navires et le large à travers les approbations et la disponibilité. Et ça peut améliorer même la gestion des informations en simplifiant et en expédiant les mêmes informations faciles entre le gouvernement et les différents commerces. J'aimerais vous exposer une petite vidéo pour que l'on puisse voir de quoi il s'agit. Ports across the world need to comply with the new IMO mandate of maritime single window before 1st of January 2022. Everybody knows that ocean shipment is prone to high lead time when it comes to information exchange between shipping lines and government agencies at the port. Even though trade documents are digitized, it still takes time to transmit digital information. Do you know that 70% of shipment data shared amongst the maritime stakeholders is the same? It is re-entered multiple times. This includes basic information. IMO has issued a mandate in May 2022 to address pressing maritime needs of data harmonization, combat illicit trade, crew and cargo safety, pandemic-proof operational supply chains, and malpractices with ship-shore interface at ports. Maritime Single Window from Kali Logistics Solutions connects government agencies like Customs, Immigration, Port Health, Coast Guard, and other regulatory bodies, shipping lines, port authorities, and ports. Maritime Single Window is ready-to-use platform developed as per the guidelines of the IMO Full Convention. Kali's Maritime Single Window enables the electronic exchange of information required on arrival, stay and departure of ships and ports. Maritime Single Window is also equipped with several features such as online submission of documents for e-approval, online verification and approval process for port and regulatory authorities, end-to-end tracking of cargo movement. Therefore, Maritime Single Window is going to be the optimal solution for all port authorities, shipping lines, and other stakeholders involved in the maritime value chain. Write to info@kalelogistics.com to learn more about Maritime Single Window. Thank you. So, thank you everyone. Merci. Merci à tous alors. Parole est à vous. Thank you, Naga. You had an exceptional method, that of shaking the room. Great. Thank you for the presentation on a portal dedicated to maritime trade, and you also set as priorities combating illicit trade. You talked about trade facilitation also and sharing data and upgrading all involved services in transport. I invite Munir Susi now to have his opinion about this problem and this topic. And then your applause, ladies and gentlemen. You can take the floor from there if you prefer to, or you can come here to the podium as you wish. Pas prévu de présentation, mais j'ai pris note de pas mal. Je pense qu'on a, pour équilibrer, je vais répondre en français. On a la traduction, donc pour équilibrer aussi pour l'audience aussi. Mais je vais faire une petite synthèse de ce que différents panélistes ont relevé comme problématique ou comme suggestion ou comme challenges. On parlait d'interopérabilité du système, on parlait de data quality, data governance, on a parlé de ces sujets-là, on a parlé de open systems, on a parlé aussi des lois et des régulations, on a parlé maintenant
la cybersécurité, sur les données, la protection des données. On a parlé des plateformes, on a parlé de blockchain, des technologies, IoT. Tout ça, ça permet de voir qu'aujourd'hui, ces systèmes peuvent interagir. Le guichet unique, le port, le transport des marchandises est très consommateur de la technologie. La transformation digitale dans le monde des ports, dans le transport, est très gourmande en termes technologiques. Et si je fais une analogie, par exemple, au transport de personnes, les gouvernements ont construit des aéroports pour faciliter le transport des personnes. Ils ont construit aussi des ports pour le transport de la marchandise à travers des bateaux, à travers les océans. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit aussi faciliter et construire des réseaux. On parle de 5G, on parle du cloud. Donc le gouvernement doit aussi aller dans ce sens pour construire et faciliter ces échanges maritimes, ces échanges de marchandises. Parce qu'un guichet unique, on a vu la dernière présentation, il y a toute une technologie derrière. Il y a le cloud derrière, il y a l'intelligence artificielle. J'imagine très mal un opérateur comme Portnet, un autre opérateur au Cameroun, investir sur des technologies qui sont très gourmandes en CAPEX. Donc il faut que le gouvernement prenne des responsabilités et facilite ce genre de choses. Et si le ministre ce matin aussi a fait référence d'une nouvelle notion que je reprends ici. Il parlait de near et friendshoring. Donc il parlait de near et friendshoring. Donc je pense qu'en parlant de cloud, intelligence artificielle, transformation digitale, les gouvernements, dans un contexte régional, doivent collaborer pour faciliter ces échanges et bâtir et construire des clouds, des plateformes, des réseaux dans un contexte régional, pour reprendre le terme du ministre de ce matin, friendshoring. Je ne crois pas, et je ne suis pas partisan d'un usage technologique où la donnée peut se retrouver sur peu importe dans le monde, parce qu'il va de la richesse d'un pays. Donc il faudrait qu'on se soit dans des contextes qui sont friendly, qui collaborent dans un périmètre qui est déjà préapprouvé, plutôt que d'aller dans un déploiement technologique, et surtout on a vu la transformation digitale, on est plein dedans dans les guichets uniques, on est vraiment plein dedans. Mais si on ne maîtrise pas la technologie derrière, si on ne maîtrise pas la donnée derrière, la gouvernance de données, le respect des lois, des réglementations, donc il y a un risque aussi de perdre le contrôle de sa richesse commerciale. Voilà. Merci beaucoup Mounir de rappeler la centralité de la technologie, mais aussi la souveraineté technologique, de façon à ce que les pays puissent non seulement structurer, mais maîtriser ces flux. Je voudrais convier Madame Delima Pamoulapati à mes côtés pour la dernière intervention de ce panel sous vos applaudissements, Mesdames et Messieurs. Merci infiniment, cher modérateur, et bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir et un honneur que d'être là pour partager le podium avec ces éminents experts. Je suis de Crimson Logic. Nous sommes connus pour notre mise en application de TradeNet en tant que leader au Singapour. Depuis, nous avons mis en application plus de 20 guichets uniques à travers le monde, sur différents continents, à différents niveaux.
Avec toute cette expérience et cette expertise, aujourd'hui, j'ai préparé une petite présentation pour partager avec vous l'avenir comme nous le voyons avec ces guichets uniques et comment est-ce qu'on pourrait facilement adopter ces nouvelles normes de l'UNCFACT et autres agences offrent. Alors, comme nous le savons tous, le commerce transfrontalier est une transaction compliquée avec multiples parties prenantes, avec plein de données et documents. Mais les dernières études démontrent que pour faire la moindre déclaration, les commerçants dans certains pays doivent passer jusqu'à 3 jours pour collecter toutes les informations. Ça leur coûte 20% du coût du transport. Donc, ceci sont des problèmes auxquels j'aimerais faire face aujourd'hui avec notre idée du guichet unique. Encore une fois, autre que ces commerces compliqués transfrontaliers, il y aurait 3 différentes catégories de risques que nous devrions prendre en considération lorsque nous concevons un guichet unique. Il y a l'information, le risque des informations. Comme nous savons, il y a beaucoup d'informations disponibles sur Internet de nos jours, surtout avec les portails de e-commerce. Aujourd'hui, on peut assurer des informations fiables au niveau national, mais lorsqu'on a affaire à un commerce international, lorsque vous souhaitez connaître le code ou le processus de transformation dans les autres pays, les PME essaient de se mondialiser. Alors là, ils doivent identifier des canaux appropriés pour trouver des informations appropriées. Lorsque vous avez du commerce international, il est important de respecter les politiques d'échange de données dans certains pays. Donc, il y a certains risques qui entravent le progrès de certains pays envers le partage d'informations avec d'autres pays. L'un de nos intervenants avait dit qu'il y a des normes internationales qui sont déjà mises en place et de la gouvernance qui est mise en place, mais ce n'est pas tous les pays qui échangent des données aujourd'hui. Par rapport aux risques sécuritaires, puisqu'il y a des violations de sites et donc des informations business frauduleuses, et il y a aussi du trafic et des problèmes de santé et de sécurité. Et nous avons vu un cas en Thaïlande où il y avait, comme vous savez, l'un des plus grands guichets uniques. Et c'est pour cela qu'il est très important de respecter les règlements et d'identifier la bonne classification par une perspective commerce et d'une perspective gouvernement, parce que c'est à eux aussi de faire face à tous ces risques. Pour nous, le guichet unique n'est qu'un point de départ où nous devrions plaidoyer et émanciper les commerçants et leur fournir la bonne information. Et du point de vue agence, on devrait leur offrir les outils nécessaires pour traiter ces informations avec ces éléments compliqués et tous les défis auxquels fait face le commerce international. Les solutions ne doivent pas être aussi compliquées, même si les problèmes sont compliqués. Donc, avec nos solutions simplifiées et nos technologies, nos solutions sont plus intuitives pour les comités commerciaux et pour les gouvernements. Et nous avons donc abouti à un bloc de guichet unique à venir qui a été mis en place pour le moment, qui pourrait aider les commerçants. En fait, le point de départ est aligné avec les normes UNCFACT, offrant une interface unique où l'industrie met ces informations, demande des autorisations et c'est interconnecté avec le PIP pour les portails d'information. Nous voyons d'autre part que le guichet unique doit être simplifié en utilisant de nouvelles startups qui nous offrent les bons outils de simplification, et les guichets uniques devraient encourager les fournisseurs et les startups pour les soutenir avec de nouvelles idées, des idées fraîches, selon
besoins du gouvernement et de l'industrie. Donc, il est important d'avoir ces guichets uniques auto-opérés. Et nous avons le G2G, système qui est intégré avec d'autres agences au sein du pays. Et le système portuaire et la gestion des douanes se fait au niveau national à travers un cadre juridique bien spécifié. C'est le système sur lequel nous travaillons pendant plusieurs années dans notre espace guichet unique. Mais aujourd'hui, on doit aussi prendre en considération les connectivités transfrontalières où, comme vous le savez, comme nous voyons beaucoup de FPI en place, même dans les accords de libre-échange en Afrique ou au Singapour, durant les dernières années, nous avons eu plusieurs accords, comme Alexis l'a si bien dit. Nous avons les accords d'Instalment, où nous avons inclus des interfaces avec d'autres guichets uniques. Nous travaillons envers cet objectif. Donc, il est important d'avoir cette connectivité et ces solutions. Et les blocs devraient être capables d'intégrer des informations transfrontalières et des guichets internationaux. En même temps, il est également important de se connecter aux plateformes B2B, comme les plateformes GD Tradex, JMBRAM ou Calista, qui sont fournies par le secteur business avec leur propre plateforme. Il est donc important que les guichets uniques nationaux doivent être connectés à ces plateformes en répondant bien sûr à certaines normes et des politiques de gouvernance des données. Sur ce, nous avons abouti à une architecture qui soutiendrait ce bloc en se basant sur ces technologies de pointe, puisqu'il y a 2 ans de cela, McKinsey avait divulgué leur dernier système dans le marché et nous avons adopté ce genre de solution. Il y a quelques années, par exemple, l'OCR et l'OPR nous avaient dit pour préparer des déclarations. Nous avons donc adopté ces outils où vous devez nous fournir la liste de packaging et des documents tout aussi simples pour préparer un projet de déclaration, un brouillon de déclaration ou toute autre licence LPC. Puis après, le machine learning et l'intelligence artificielle que nous appliquons sur nos études de risque pour assurer un système de gestion et d'identification des risques intégrés pour le guichet unique et pour les services de douane. Auparavant, au niveau des douanes, il y avait cette gestion de risque, mais le guichet unique ou la nouvelle façon de promotion des guichets uniques intègre cette gestion automatisée des risques en appliquant la blockchain et les LLP pour assurer des moyens innovatifs pour soutenir l'industrie. La partie blockchain est essentielle et certains intervenants, et même ce matin, le panel de haut niveau, on en parlait. Nous avons offert des blockchains de commerce il y a 2 années de cela et on utilise pour le moment la forme pilote entre le Taïwan et le Singapour. Et nous utilisons aussi pour fournir les certificats d'origine au Singapour. En plus de cela, le gouvernement du Singapour a un trust de commerce utilisant la technologie BLT disponible en open source pour les pays afin de se connecter au Singapour. Et finalement, et pas des moindres, nous avons la cartographie des données. Sur la base de ces technologies, une des dernières mises en application qu'on a appliquées dans notre continent, c'est la couverture du commerce du couloir du Nord. Toutes ces technologies sont rendues disponibles pour faire face aux problèmes et défis du différents secteurs, y compris le gouvernement et le commerce. Toutes ces technologies, donc, ou ces blocs, nous sommes basés dessus pour offrir des solutions complètes, centrées sur le gouvernement et sur l'industrie. Nous avons 2 plateformes, la TF et la Calista. C'est plus dédié au secteur privé, mais pour le secteur public, le Singapour, le gouvernement s'embarque dans de nouvelles façons de s'étendre sur les accords de libre-échange. Il n'y a pas seulement l'identification de nouveaux partenaires, mais aussi l'identification de nouveaux pays. Par exemple, récemment, il y a eu un accord signé avec Pacific Alliance au Chili
Et tout cela aide le secteur privé et les agences afin de mieux travailler ensemble en collaboration. En ce qui nous concerne, nous croyons que le guichet unique tourne autour de la collaboration avec des partenaires mandatés du secteur privé et en même temps avec d'autres gouvernements. Parce que tout le monde a la technologie, les outils et les normes nécessaires qui sont déjà là. Il suffit donc de les utiliser comme nous avons vu récemment et durant la pandémie avec la situation Covid. Lorsque le gouvernement et les business ont travaillé ensemble, ils ont pu fournir une vaccination à temps. C'est une autre preuve où nous voyons que nous pouvons bien efficacement travailler ensemble en tant qu'équipe pour résoudre tous nos problèmes. Merci infiniment, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur cette problématique de l'avenir et surtout de rappeler qu'il s'agit d'une complexité dans laquelle sont impliqués des éléments cruciaux et stratégiques, à savoir l'information et la donnée. Et donc vous avez proposé une solution qui est intuitive et aussi simple à l'utilisation. Je voudrais, avant d'interagir avec la salle, vous poser, mesdames et messieurs, une dernière question, avant de vous livrer bien sûr à celle de la salle, sur les priorités à mettre en œuvre, parce que chacun donc a donné sa sensibilité et sa perception de la chose sur l'avenir. On a parlé d'interopérabilité, on a parlé de sémantique, on a parlé de données, on a parlé de souveraineté aussi technologique. En 2 mots, vous avez des micros à vos côtés. Quelles seraient selon vous les priorités à mettre en œuvre? Allez-y, vous avez la priorité de réponse et donc on suivra au fur et à mesure. À vous, Monsieur le Président. Okay, I think that, Merci. Je crois qu'il y aurait quelques priorités auxquelles on devrait penser. D'abord, par rapport au business, je crois qu'on devrait collaborer plus en offrant des solutions innovatives et en introduisant de nouvelles technologies afin de donner plus de confiance aux communautés. Secondo, le gouvernement devrait jouer pleinement son rôle pour faciliter le commerce à travers les pays. Je crois qu'on voit cela à travers les différentes interventions par rapport au rôle du gouvernement. Surtout aujourd'hui, lorsqu'on voit cette période post-Covid, je crois qu'il y a un besoin pour le gouvernement de soutenir et de promouvoir le commerce transfrontalier en même temps pour offrir une standardisation des cadres juridiques. Ceci pourrait être très important, effectivement. Selon moi, ceci seraient les besoins les plus urgents aujourd'hui, parce que on est dans un monde qui progresse très rapidement et là, les gouvernements devraient intervenir. Et peut-être que des entités telles que les Nations Unies devraient garantir un cadre approprié en tant que communauté. On devrait faire notre partie de la chose pour accompagner ce développement. Merci. Merci, comme j'ai dit dans ma présentation. Il est très important de comprendre où nous en sommes avant de parler de l'avenir. C'est pour cela que je pense que l'un des messages clés serait qu'on doit assurer une évaluation du développement des guichets uniques et nous attendons ces nouvelles recommandations du UNCFACT. Si vous êtes intéressé et d'être engagé dans ce processus, je vous invite à y participer à travers nos activités. J'espère que nous allons avoir cette méthodologie d'évaluation qui va nous aider à mieux comprendre où nous en sommes et de nous offrir des recommandations pour l'avenir. Et en même temps, on serait sur le même diapason, je l'espère. Et on parlerait ensuite des plateformes numériques à ce moment-là. Merci Alexel. Isidore. Pas qu'on refasse la conférence, allez-y. Tout à fait. Je pense qu'il faut créer un véritable environnement juridique de la transformation digitale. Je pense que c'est un des aspects qui pose problème encore aujourd'hui, ce qui suppose qu'en amont, on adopte et on valide effectivement cette démarche vers la transformation digitale. Merci infiniment. Ashun, it's for you. Messieurs, c'est à vous, Ashun. vous avez déjà réveillé la salle. You already. Je dirais que chaque pays, il devrait avoir leur propre comité directeur d'abord. Quelques membres des ports, des transporteurs, des entreprises, comme ça. Avec ce comité de pilotage, ils vont pouvoir identifier les défis et les domaines dans lesquels ils vont devoir intervenir.
Et puis après, ils vont travailler, œuvrer dans le même sens pour résoudre le problème à travers le guichet unique. Merci unique. Merci infiniment. Elima. Je crois que je rajouterai à ce que mon collègue vient de dire en disant qu'il est important de faciliter, de créer ces comités de facilitation de commerce sur toutes les étapes et concevoir des guichets uniques qui seraient plus résilients et qui offriraient plus de visibilité. En même temps, ça serait plus durable au long terme. Merci. Je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, c'est que le cloud souverain, donc je vais appeler pour un cloud souverain au niveau gouvernemental, qui va au-delà de single window ou ces services de commerce, va accélérer la transformation digitale des services gouvernementaux. Ça, c'est un primordial. Et l'Afrique, en tant qu'Africain, on a pris beaucoup de retard. Mon deuxième point, c'est que je vais appeler pour une collaboration et un partnership régional. Donc, il faudrait vraiment collaborer dans des sous-régions, des pays amis qui constituent des intérêts communs pour mutualiser les investissements, travailler en partenariat. Merci Mounir pour cet appel amical et fraternel. Je ne sais pas, on m'a permis 2 questions pour la salle. Je voudrais que les questions, s'il y en a bien sûr, soient précises et pas un doublon de conférence. Je ne sais pas s'il y a des doigts qui vont se lever. Est-ce que je pourrais avoir un micro? Merci beaucoup. Je voudrais bien que vous présentiez, monsieur, que vous posiez votre question d'une manière précise, précise, et pas une conférence. Mon nom c'est Dominique Chique. J'ai une préoccupation. Nous semblons parler du guichet unique du futur pour l'élite. Micro et la question, s'il vous plaît. La question c'est, est-ce que nous ne sommes pas en train de laisser par derrière les couches les plus défavorisées, les illettrés, ceux dont la capacité a besoin d'être renforcée pour qu'ils puissent effectivement échanger? Merci. Merci beaucoup de cette question très précise. Est-ce qu'il y en aurait une deuxième? Parce qu'on m'a permis 2 questions. Parfait. Allez-y, vous avez le micro, monsieur. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Quand vous donnez moi un micro qui fonctionne, c'est injuste. Merci pour la parole donnée. Je suis Yamkono Raphaël Marais du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Il faut relever que, contrairement au précédent panel, celui-ci me plaît particulièrement parce qu'il tient d'aspect genre. Donc merci. Et ma préoccupation s'adresse en général à tout l'ensemble du panel, mais particulièrement aux représentants de la Malaisie, qui a été le premier à relever le démantèlement des goulots d'étranglement dans les différents business, la gestion des cargos et des frais. Et par la suite, les autres ont suivi en parlant de l'interconnexion qui est possible et de l'harmonisation des différents guichets uniques qui ne l'est pas tout autant. Mais pour finalement aboutir à l'interopérabilité. Mon problème ici est que si tout cela est vrai, s'agissant de la gestion de la loi, il faudrait harmoniser la loi afin que l'opérateur, on a aujourd'hui, on dit que le monde est un village planétaire, l'opérateur qui officie au sud et celui qui officie au nord soit au même niveau et évolue au même rythme. Merci. Par ailleurs, juste précision, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, si vous voulez être précis dans la question, s'il vous plaît. Oui, là j'ai terminé l'harmonisation de la loi à tous les niveaux et que les plateformes relaient cette harmonisation tant au niveau national qu'au niveau de l'OMC, pour que tout le monde évolue au même niveau. Je terminerai en invitant également les différents guichets uniques à travers les différentes plateformes également, à plus de formation sur le terrain parce que ça ne sert à rien de créer les process au profit des opérateurs s'ils n'arrivent pas à les utiliser. Et en formant les usagers, on profitera parce que ces usagers deviendront aguerris et les différents guichets également en profiteront. Parce que si quelque chose est fait, beaucoup reste à faire. Merci infiniment pour cette question. Madame, Messieurs, vous savez ce qui vous revient à faire, c'est de répondre, bien sûr, vous êtes libre de le faire. Qui peut répondre à ces 2 questions?
Il n'y a pas assez de prétendants là, c'est un peu compliqué. Allez-y, Président. Well, let me try. Je vais essayer. Je crois qu'il y a deux parties ici. D'abord, la question posée. Le twinning est très important. Le jumelage est très important pour utiliser le système. Par rapport au premier point de l'harmonisation, je ne crois pas que l'harmonisation soit une tâche facile à appliquer, je pense. Qu'on peut arriver dans une situation idéale où tout serait harmonisé. Alors, au lieu d'attendre la situation idéale, on devrait plutôt travailler étroitement avec le gouvernement afin de commencer à intégrer les systèmes l'un dans l'autre. Et je l'espère, si on garantit un cadre juridique approprié, alors même les systèmes les plus difficiles vont être intégrés. Mais pour avoir un seul système en Malaisie, en Asie, on en parle depuis 6 ans et ça ne va pas se faire. Parce que tout le monde a tendance à protéger son système. Donc on doit assurer un cadre juridique approprié, une bonne politique pour que les systèmes soient intégrés et protéger leurs propres informations. Parce que tout le monde est possessif lorsqu'il s'agit de données. Je ne pense pas donc qu'on doive attendre une situation idéale d'harmonisation parce que ça ne va pas se faire d'aussitôt. Vous dire Isidore, Alexei, non, pas de complément. Écoutez, je m'arrête là, vu les délais étant impartis, bien sûr, les échanges vont continuer. Je voudrais, mesdames et messieurs, remercier avec vos applaudissements les panélistes qui se sont prêtés au jeu de questions-réponses et qui ont fait des interventions brillantissimes. Je vous applaudis aussi. À une très prochaine occasion, je voudrais aussi inviter la salle pour sa patience et son implication. Et on passe sans trop tarder donc à notre panel.